dans une opération globale qui a été initiée dès les années 99 et qui a pris beaucoup plus d'ampleur en 2016-2017 lorsqu'on a restauré l'enveloppe, c'est-à-dire les façades et les couvertures, dans le but de faire une maison des illustres. Donc une maison des illustres qui vise à reconnaître l'œuvre de Louis Majorelle et le mouvement Art Nouveau de l'école de Nancy. Donc c'est la conservation, ça permettait de faire la conservation et la sauvegarde non seulement des décors intérieurs, mais également des collections conservées au musée de l'école de Nancy qui pouvaient revenir dans la maison. C'est également la mise en valeur d'un espace intime, d'une personnalité, mais également d'une façon de vivre particulière de ce personnage, mais également de ce début de XXe siècle. Et c'est également un espace qui est complémentaire du musée de l'école de Nancy. Ce n'est pas une présentation muséale, c'est effectivement la présentation d'une atmosphère, d'une maison et d'une personnalité importante. Alors, une opération complexe, donc un environnement assez complexe, une équipe importante avec autour de l'architecte mandataire des experts qui permettent de répondre aux enjeux de restauration de l'ensemble de la villa. C'est un bâtiment et sa parcelle qui sont classés au titre des monuments historiques, donc avec une gouvernance de la part du ministère de la Culture, mais également de comités scientifiques et techniques avec des personnalités qualifiées, et bien sûr l'accompagnement, la direction, le partenariat et la générosité de Valérie Thomas, conservatrice du musée de l'école de Nancy, avec qui c'est un plaisir de partager ce chantier. Un planning assez contraint, mais la maîtrise d'ouvrage, donc la ville de Nancy, a compris assez rapidement qu'il fallait se donner un peu plus de temps sur l'étude, donc 1 an d'études, 1 an de chantier qui se termine, pour ma part, dans 1 mois, pour Madame Thomas, dans 2 mois, puisqu'on a la mise en place des collections dans la maison. Alors, il a fallu, bien sûr, reconnaître la valeur patrimoniale de la villa et de ses différents éléments pour répondre justement aux enjeux. Ce qui était important, et maintenant on le confirme à la fin de ce chantier, c'est effectivement la démonstration de l'art dans tout pour tous ces décors. Sont avec une valeur de technicité qui correspond en fait à ces arts appliqués très simples, avec des techniques assez simples, assez courantes, mais qui ont été conçues pour être accessibles à tout le monde. Alors, également une période de référence qui avait été déjà identifiée au moment de la restauration des façades et de la couverture. C'est la période qui correspond à l'occupation de Louis Majorelle dans cette maison, donc de 1901 à sa construction avec Henri Sauvage, jusqu'en 26 à sa mort, puisqu'il y a eu des évolutions notables de cette maison, pas toujours valorisantes. On peut avoir effectivement un jugement sur certaines modifications qu'on peut trouver dommages, mais ça correspond justement à la relation que Louis Majorelle entretenait avec cette maison, qui était davantage un support d'expérimentation, mais également on a vu que ça avait servi de décor comme un showroom en fait, pour diffuser ces collections au niveau de ses catalogues. Et c'est vrai que c'est enfin j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est pas une villa qui a été livrée comme la maison Luc, une belle villa luxueuse avec toutes les options, tout fonctionne. On a l'impression que elle a eu un premier état, 1901-1902, puis en 1906, un autre état, et puis les choses aussi ont été modifiées après 1916, et ça c'était important également de le conserver.
Et effectivement, tout au cours du chantier, on s'est rappelé les principes de l'art nouveau. Et là encore, justement, le point, l'art dans tout, pour tous, et pour l'amélioration du cadre de vie, ça a été rappelé à nous à travers ce que l'on a découvert, justement, dans ce chantier. Alors, les intérieurs, c'est pas un chantier d'intérieur, c'est pas comme un chantier de façade ou de couverture. Déjà, il y a une intimité qui se révèle à nous, une façon de vivre. Donc là, on a le plan de la Villa Majorelle, c'est un plan assez conservateur avec un couloir central qui dessert des pièces. On n'est pas du tout dans un plan très innovant comme la maison Horta ou la maison Tassel. On a un génie constructif très relatif, c'est-à-dire qu'on a certes un des premiers planchers béton au rez-de-chaussée, un plancher NBIC, mais après c'est de la construction traditionnelle, typique des années 1900. Et c'est vrai que moi, je travaille actuellement sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg. Et là, au moment on est à la même époque que la construction de la Neustadt. Et il y a quand même, par rapport à Strasbourg, il y a à la Neustadt, il y a vraiment un génie constructif très très pointu qui se met en place. Et là, on a quelque chose d'assez, pas très innovant, y compris, et ça rejoint ce que on a parlé du chauffage, par exemple, ou de l'électricité. On voit que le moyen de chauffage c'était des foyers ouverts avec un petit appoint de calorifère. Ça veut dire qu'on avait une température à peu près de 16 degrés. On a fait des simulations thermiques. Alors que par exemple à Strasbourg, on a des poêles avec des chaufferies collectives. Enfin, voilà, c'est complètement autre chose. Et puis aussi, ces décors, c'est du second œuvre. Donc c'est des choses qui se déplacent, qui se vendent, qui se changent au gré des modes, qui s'encrassent. Donc on est sur quelque chose de très fragile. Et là, vous voyez, c'est une découverte de chantier. Donc c'est un graffiti de chantier, comme on en fait toujours quand on doit expliquer des choses aux ouvriers. Donc là, c'est sur un papier d'après, et c'est un graffiti de la tenture entre le vestibule et la cage d'escalier, donc qu'on a fait relever par le service régional de l'inventaire et qu'on a pu déposer et qui est conservé au musée. Des études approfondies en 2 phases. Donc, c'est ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire des recherches en archives sur des périodiques, sur un corpus aussi de villas Art Nouveau, un diagnostic pour chaque pièce avec des sondages et des prélèvements. Et puis, vous voyez, des découvertes là. Je me trompe à chaque fois. Le papier peint de la salle à manger. Donc c'est un petit morceau qui est grand comme mon ongle, qu'on a pu retrouver et qui nous a servi de base pour une évocation de ce papier peint, et une peinture faux bois sur toutes les boiseries de l'étage, donc de la suite de chambre penderie, salle de bain de Louis Majorelle. Donc une peinture faux bois de type peint sur une menuiserie en chêne. Donc il y avait vraiment là une volonté d'avoir ce type de décor. Alors, je ne sais plus dans quel sens il faut tenir le truc, comme ça. Voilà, et cette seconde phase d'étude, donc on a fait des tests de protocoles, des protocoles de restauration, donc notamment de dévernissage, mais également de nettoyage de pierres, et puis d'autres investigations, et qui nous ont permis de trouver les petits décors de joints sur les voûtins de la terrasse. Et ça, c'est impératif de pouvoir faire des protocoles, puisque ça a bien sûr un impact sur le délai de chantier et sur son coût. Donc ça nous a permis en fait de maîtriser et le délai et le coût du chantier. Et donc à la fin de ces études, effectivement, on a un peu plus défini la relation que Louis Majorelle avait avec sa maison, c'est-à-dire pas un objet fini et déterminé, mais un support d'expérimentation. Alors, bien sûr, tous les décors identifient
des séquences, les séquences domestiques, les séquences de représentation, les séquences de l'intimité, les séquences de service. Donc, cette identification-là, très claire, nous a permis aussi, dans le cas de manque, de pouvoir, comme un pulse, de pouvoir rétablir en fait la logique de chaque séquence. Alors, les principales pathologies, alors bien sûr, donc ça c'est du courant de l'usure, de l'ancienneté, un encrassement dû au suie, puisque c'était un chauffage par des foyers ouverts, aux fumées, au rayonnement des radiateurs. Mais ce qui a été beaucoup plus grave, c'est le chauffage inadapté dans la villa. Parce qu'à la mort de Louis Majorelle, la villa a été vendue, le parc loti, donc on a perdu une grande partie de ce beau jardin et de ses vues, depuis la terrasse notamment, et donc des bureaux. Et donc là, on a toute l'installation de radiateurs a été mise en place dans les années 30. Et donc chauffé 22, voire 26 au niveau des plafonds. C'est au niveau des plafonds qu'on a des toiles marouflées. Donc des boiseries qui se sont desséchées, les supports de toiles marouflées qui se sont tendus. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a eu de plus grave, avec une condensation forcément induite au niveau des zones de choc thermique. Donc là, on a une baie vitrée, là, on a une porte, et effectivement, voilà. Donc là, c'est la peinture murale, donc une peinture à l'huile sur plâtre dans le vestibule. Donc vous voyez à proximité de la porte côté nord, une porte vitrée, et avec un radiateur qui a été mis en place à partir des années 30, avec une température de chauffe assez importante. Donc là, une zone de choc thermique, donc un phénomène de condensation sur les plates, des migrations de sel. Le sel qui, en migrant et en séchant, provoque des pulvérulences, donc fait exploser en fait la surface picturale, des soulèvements et donc des pertes aussi de matière. Au niveau des toiles marouflées, donc là on avait une dégradation beaucoup plus simple due sur ces toiles-là à des infiltrations qui provenaient d'une terrasse supérieure, et toutes les autres toiles étaient plutôt en bon état. On a une petite infestation fongique, mais qui a été traitée. Il y a eu également, donc ça, ce sont des modifications postérieures à la mort de Louis Majorelle. Donc, vous voyez cette terrasse nord qui a été ouverte au départ à l'origine et très rapidement fermée par Louis Majorelle puisqu'il faisait froid, on était en plein nord. Et dans les années 30, donc la construction d'un beau window sur la terrasse pour agrandir la surface de bureau. Et toujours sur cette terrasse nord aussi, la construction d'une allège sur une grande baie qui s'ouvre à l'ouest, fermant en fait ce grand châssis vitré qui donnait une perspective sur le parc. Le parti d'intervention, donc, c'est de bien sûr respecter l'esprit du lieu, après s'en être imprégné petit à petit, toujours la réversibilité des interventions, la mémoire des interventions postérieures à la période de référence, mais de façon beaucoup plus légère quand on le pouvait, et tout ce qu'on ne pouvait pas restituer pour des raisons techniques ou autres, les évoquer, pour justement ne pas préjuger de restauration future et toujours se placer dans un processus non figé. Et bien sûr, on a le principe aussi fondamental, c'est de préserver la matière d'origine. Alors effectivement, comme on avait un environnement défavorable à la conservation des décors et des collections, il fallait retrouver cet environnement, donc avec arriver à une température entre 15 et 18 degrés, une humidité relative aussi conforme, on filtrait également les UV, et alors quelque chose de très important, jauger en fait la capacité de fréquentation, notamment pour l'escalier, pour ne pas avoir de risque de dégradation due aux surfréquentations, puisque c'est une villa qui a été construite pour une famille de 3 personnes avec 1 ou 2 domestiques, et donc il fallait tout de suite mettre une barre, une limite justement à la fréquentation de cet escalier.
Et puis, bien sûr, donc, toutes les protections de sécurité. Alors, on a cet apport technique, forcément, ça apporte des fluides qui n'existaient pas. Donc, on a réutilisé pour le passage de ces fluides, pour ne pas avoir à démonter des boiseries, les conduits existants du calorifère. Et alors, l'électricien avait tellement peur d'ouvrir des saignées que c'est lui qui a retrouvé un tiers en fait, des conduits dans les murs. Et puis aussi s'inspirer de ces conduits, même de ces finitions, pour apporter justement tout ce dont on avait besoin pour le traitement de l'air des pièces accueillant des collections. Alors, des conditions d'accueil du public que l'on voulait qualitatives, alors tout ce qui est normatif, éclairage, etc. Mais également, ça c'était un enjeu que soulignait la ville de Nancy, une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Au niveau du rez-de-chaussée, on a un rez-de-chaussée surélevé, et donc ce rez-de-chaussée était inaccessible jusqu'à présent. Donc on place en fait un élévateur. Un élévateur, c'est pas un ascenseur, c'est beaucoup moins destructif parce qu'on a une petite cuvette de 10 cm dans une trémie existante. Donc là, c'est vraiment le seul ouvrage qu'on a été obligé de démolir, c'est cet emmarchement en pierre dont on a gardé une marche pour pouvoir la reproduire si on enlève l'élévateur. Et on utilise aussi une trémie existante, c'est-à-dire qu'on ne perce aucun plancher et on ne condamne aucune pièce pour justement cette distribution. Ça me paraissait logique de en fait moderniser la distribution dans un espace déjà consacré à la distribution. Alors les plans, je vais peut-être passer un petit peu rapidement. Avec l'installation de la collection, donc également, on a réduit au maximum le mobilier muséographique. On a donc la restauration proprement dite, le chantier, on a 11 lots. La restauration du vestibule, donc vous voyez avec la porte en ferronnerie, la peinture murale, la porte en ferronnerie qui était peinte, mais sur les photos d'origine, on voit, elle brille. Alors, qu'est-ce que c'était que ce revêtement? Et on s'est aperçu que c'était de l'étain. Alors, l'étain, c'est ce que disait le ferronnier, c'est la dorure du pauvre. C'est le traitement anti-corrosion des arrosoirs, c'est quelque chose de très commun. Et en fait, ça permettait d'avoir cette finition brillante avec une technique très très simple et accessible. Donc, on a reproduit cet étamage, mais pour avoir une meilleure protection à la corrosion, on a d'abord eu un zingage et un étamage. Et cette porte a été remise en place avant-hier. La peinture murale, donc vous voyez des comblements, enfin une consolidation, un refixage des écailles et un comblement et une réintégration après du motif. Donc c'est sûr qu'on a une surface qui n'est pas neuve, qui a vraiment des stigmates de dégradation, mais qui est les matières d'origine. La restauration des mosaïques, l'escalier, donc là on a la même problématique sur les rampants de l'escalier avec ces peintures murales sur plate, donc le même type de restauration. L'escalier donc a été consolidé. Je dois passer rapidement, excusez-moi. On a entièrement déverni tous ces vernis qui étaient venus postérieurement. Grâce à des prélèvements, on savait que la finition d'origine, c'était de la gomme laque. Donc on a déverni et on est en train de repasser la gomme laque. Quant à ce qui est du parement du mur, c'était, on pense, une toile avec un motif de pochoir, comme nous le montre une photographie, mais c'est une partie très partielle. On a eu de longues discussions avec Madame Thomas, et là, on a décidé, en fait, vu l'état lacunaire de nos connaissances sur ce parement, de faire une évocation. Donc en fait, c'est une peinture à l'huile qui évoque une atmosphère, une coloration de la cage d'escalier. La restauration de l'escalier. Alors vous voyez la crasse noire. Donc quand on a dégagé, ça c'était une grande surprise, c'était quelque chose de très très clair.
très très clair comme les boiseries. Donc on avait une vision complètement faussée de cette maison sombre, alors que c'était une villa très claire et très gaie, avec toujours des fonds rose clair. Ces peintures murales, donc il y avait deux décors, un premier décor qui devait dater donc de la construction de la maison, et un second décor avec les mêmes techniques, les mêmes matériaux, les mêmes motifs de pochoir, qui a dû venir après, on suppose, après le bombardement de 1916. C'est logique, au bout de 10-15 ans, on refait les peintures de sa maison. Donc là, c'est le second décor qui est venu. On a préféré garder les deux décors l'un sur l'autre et avoir juste une fenêtre de dégagement pour montrer qu'il y avait un premier décor et pour ne pas perdre de toute façon deux couches archéologiques. La salle à manger, donc là, l'enjeu, c'était aussi beaucoup sur le revêtement des murs, dont on avait trouvé un fragment, là aussi trop lacunaire, donc ça a été une évocation grâce à la peinture à l'huile, à un peintre décorateur, la restauration des peintures. Voilà, le nettoyage de la cheminée qui était très encrassée, vous voyez, c'était noir. Nettoyage également de la mosaïque de l'âtre. Restauration des boiseries. Alors les boiseries aussi une technique quand même assez particulière. Montant et traverse assemblés, mais le reste collé et cloué. Donc impossible de déposer sans démolir. Donc on a juste déposé les panneaux qui étaient contre les fenêtres, qui étaient très très dégradés, et on s'est aperçu qu'ils avaient déjà été déposés. Voilà, donc on se sentait beaucoup moins coupable. Voilà, et la restauration de ces peintures, donc surtout un gros nettoyage, il y avait un vernis assombrissant. Et les essais de peinture à l'huile, de glacis à l'huile pour retrouver une teinte, la teinte verte qu'on avait trouvée au départ. Dans le salon, donc un salon qui était clair à l'origine, comme le prouvaient les stratigraphies, il y a également un écrit de Sauvage qui le décrit. Il y avait un motif de pochoir, donc pas suffisamment non plus de données pour le reproduire, ni pour reproduire le motif en gypserie des écoinçons. Donc là, toujours, on a fait un fond comme un fond de tableau qui permet de recevoir ultérieurement les motifs de pochoir si on peut les retrouver. Et on a restitué les écoinçons des ongles. Si on peut également retrouver ces motifs de gypserie, il suffira de les fixer sur ces écoinçons. La restauration du vitrail et de la fameuse résille, donc le vitrail qui n'est pas d'origine, qui est venu post-1916, on l'attribue à Jacques Majorelle. La terrasse, donc c'est là où il y a le plus de changements. Donc une terrasse avec une pierre qui a été peinte, des voûtins peints, une estrade et ce beau window et la baie ouest d'origine, vous voyez, qui était en partie masquée. Donc là, ça a été un travail de décapage, de restauration de l'appareil en plâtre avec un badigeon, la restauration également des voûtins. La restauration de la toile d'Henri Royer, qui est une toile avec beaucoup de pâte, très peu de dilution, très blanche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il est parti des blancs qu'il a teintés. La restitution de la menuiserie d'après la photo, donc la menuiserie qui a été mise en place après 1905. Et la restitution également de la baie ouest qui s'ouvre vers le bungalow de chantier, mais on va ranger ça. Voilà, la dépose du beau window. Alors ça a été une excellente surprise, puisqu'en fait, la construction de ce beau window avait assez peu abîmé la façade. Et on sent là qu'il y a eu quand même, au moment de la construction de ce beau window, une volonté, je pense, des ponts d'être dans la réversibilité. Donc, on a pu garder ce fantôme sans que cela, vous voyez, on voit légèrement la trace du soleil en partie haute, et là, la trace du rang de briques qui était du beau window. Ça nous permet de garder un fantôme sans brouiller en fait la vision de la façade d'origine. La restauration de la balustrade en grès émaillé signée Bigot et Sauvage. Une restauration donc, qui a bénéficié d'une technique très intéressante, connue depuis longtemps, le laser. Donc le laser qui est là est en ambulatoire, ça fait quand même que 4 ans qu'on peut l'avoir en ambulatoire sur un chantier avec une puissance suffisante pour décrasser. Et là, ça permet en fait
sur les zones très indurées, de ne pas avoir de contact et de ne pas abîmer l'émail. Et la chambre à coucher, donc là, vous voyez, bon, il restait plus grand-chose. Donc plus de vitraux. Le décor faux bois, donc recouvert par ces couches. On a fait des tests justement d'enlèvement, de restitution, dégagement de ce décor. C'était pas possible parce que le décor était trop adhérent aux couches de peinture. Donc on a restitué ce décor sur les couches de peinture existantes. Donc là, le décor est toujours présent sous les couches de peinture, et on restitue également les vitraux d'un poste, mais dans une teinte neutre, puisqu'on n'a pas d'indice du tout sur la couleur. Donc, ce faux bois, donc, par notre peintre décorateur, un test d'un poste, et une tapisserie, la tapisserie qui maintenant est mise en place. Voilà, j'espère que vous viendrez nombreux. Le 15 février, il y aura une présentation plus longue.